Une fois de plus, vous écoutez L'heure du temps. Je suis votre hôte, Jimmy Bernier. Les amis, j'espère que vous appréciez cette série. Ce sera la 21e émission de la série sur les religions des mystères, les écoles des mystères, les religions des mystères antiques de Babylone. Maintenant, je ne sais pas si vous avez fait encore la connexion, et si vous venez de commencer l'écoute de ce programme, alors je ne m'attendrai même pas que vous compreniez ce que tout cela signifie. Mais pour ceux d'entre vous qui ont été avec moi pendant longtemps, très longtemps, et ont écouté cette série sur les religions des mystères depuis le début, je m'attends certainement à ce que vous compreniez la connexion entre ce que vous entendez et ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et si vous comprenez ce contexte, alors vous comprenez que cela signifie d'énormes changements qui vont apparaître et nous confronter dans l'avenir immédiat. Alors vous comprenez que vous devez comprendre que vous devez prendre des mesures dès maintenant pour protéger ce que vous avez. La vigueur des récits historiques qui traitent de la découverte et de la colonisation de l'hémisphère occidental doit un jour être complètement révisée. Les savants modernes ont accepté, sans réflexion adéquate, une fabrication de mensonges façonnés pour tromper et pour empêcher la reconnaissance des faits qui sont préjudiciables, voire dangereux, pour les motifs ultérieurs de très, très puissants intérêts. Le temps, mesdames et messieurs, révélera que le continent, maintenant connu comme l'Amérique, a été effectivement découvert et, à un degré considérable, exploré plus de 1000 ans avant le début de l'ère chrétienne. L'histoire véritable était à la garde des écoles des mystères et passa d'eux aux sociétés secrètes du monde médiéval. Les ordres ésotériques de l'Europe, de l'Asie et du Proche-Orient étaient dans au moins une communication irrégulière avec les sacerdoces des nations amérindiennes les plus avancées. Les plans pour le développement de l'hémisphère occidental ont été formulés à Alexandrie, la Mecque, Delhi et Lhasa, longtemps avant que la plupart des États européens soient au courant du grand programme utopique. Pour référence à cela, voir The Mystery of Columbus par Jennings C. Wise. Les explorateurs qui ouvrent le Nouveau Monde exploités à partir d'un plan directeur, le même plan qui est en opération aujourd'hui, et ils étaient des agents de redécouverte plutôt que découvreurs. Très peu est connu, les amis, sur l'origine, les vies, les personnages et les politiques de ces aventuriers intrépides. Bien qu'ils aient vécu dans un siècle amplement fourni avec des historiens et des biographes, ceux-ci ont trouvé cela préférable, soit de garder le silence ou d'inventer des récits plausibles sans substance. N'est-il pas remarquable que personne n'est certain que Christophe Colomb était en fait un prince anglais, un noble grec ou un capitaine de la marine génose? Celui lui a-t-on accordé des armes sans examen dans son ascendance, quelque chose qui était impensable en ses joues? Pourquoi est-il si difficile de connaître le vrai nom de l'homme connu comme Amerigo Vespucci? Qui était John Cabot, dont la vie et les exploits ne sont que des fragments plutôt que des dossiers sobres d'un citoyen distingué? Si ces hommes étaient ce qu'ils semblaient être, il n'y aurait eu aucun avantage acquis par cette dissimulation complexe. S'il y avait un mystère, ce qui a été caché doit avoir été considéré comme précieux. Platon décrit le vaste continent de l'Atlantide qui a coulé sous les océans à la suite d'un cataclysme sismique. Maintenant, il y a plusieurs interprétations possibles du récit de Platon. L'Atlantide perdue pourrait représenter un corps immergé de connaissances, noyé dans une mer d'oubli.
Cela expliquerait et justifierait la restauration de Bacon de la fable, qui n'était rien de plus que d'apporter à la lumière des questions cachées depuis longtemps. Selon Critias, les océans sont devenus tellement agités et chargés de boue et de vase que la navigation à l'ouest a cessé. Les marins craignaient d'aller au-delà des colonnes d'Hercule envers ces îles hespériques sacrées au mystère. Si les nations chrétiennes avaient même osé violer les édits des écoles secrètes, une telle audace aurait été gardée à vue par la puissance de l'islam, assise dans la Sainte Maison au Caire, et les édits de Lhasa, soutenus par la force armée de l'Empire mongol. L'Est décida de préserver les frontières de l'Europe si les États européens s'engageraient dans une alliance solennelle de s'abstenir d'exploiter les ressources de l'hémisphère occidental. Maintenant, pourquoi aurait-il insisté sur cet accord quand personne ne savait rien à propos de l'hémisphère occidental, au moins pour le public? La crainte d'un châtiment terrible au-delà des murs de Gog et Magog empêchait les papes de violer leur accord. Et sans le leadership de l'Église, les grandes familles n'osèrent pas s'engager dans des projets privés. Lorsque l'heure indiquée vint, les sociétés secrètes sélectionnèrent leurs propres agents pour lancer le programme d'exploration. Et ainsi commença l'affectation secrète de l'Amérique avec le destin. Est-ce que Christophe Colomb travaillait alors, demande Grace A. Fendler, soit à titre individuel ou en tant que représentant élu de sociétés secrètes, pour mettre en expression les vieux idéaux utopiques et pour les directionnaliser à travers les mers? Certes, ce serait d'aller loin pour expliquer les charges de traître, la saisie de tous ces livres et papiers, la destruction de tous les portraits et les ressemblances, même jusqu'aux bustes et bras mortuaires habituels, et la disparition complète de la plupart de ses œuvres littéraires, dont le journal du premier voyage et le livre du deuxième voyage. Tout cela, mesdames et messieurs, aurait alors été simple routine inquisitoire, avec la réécriture de sa biographie, plus ou moins à la fois une nécessité politique et bien sûr un devoir sacré. Voir le livre pour en savoir plus à ce sujet, New Truths About Columbus. Campanella, dans son Civitas Solis, entraîne un capitaine de la marine génoise à être invité du grand maître des chevaliers hospitaliers. Lorsque Christophe Colomb, à l'occasion de son premier débarquement, leva l'étendard de Castille, il a également planté son propre drapeau, composé d'une croix verte sur un champ blanc. Était-ce un appareil des chevaliers templiers? Vous pouvez parier vos chaussons que ce l'était. L'éducation formelle de l'homme qui se faisait appeler Christophe Colomb a été le sujet de beaucoup de spéculations. Le navigateur a écrit en 1501 que lors de ses nombreux voyages vers toutes les parties du monde, il avait rencontré des savants de différentes races et sectes et avait cherché à voir tous les livres de cosmographie, d'histoire et de philosophie et d'autres sciences. Maintenant, si l'amiral avait sérieusement cherché à examiner les premières œuvres sur la navigation, il avait sans doute noté les références, brèves mais significatives, par Homère, Solon, Aristote, Pline et d'autres auteurs anciens des terres lointaines au-delà des grands océans. Les voyageurs de Plutarque doivent avoir exploré de vastes régions, et Verplanck-Colvin résume les anciens récits ainsi, je cite, dans les temps d'Homère, ou plutôt avant son temps, les navigateurs ont parcouru des milliers de milles dans l'Atlantique et de retour en travers. Ils étaient guidés dans leur voyage par les étoiles. Fin de la citation. Pour référence à cela, voir Geographical and Mathematical Discussions of Plutarch's Accounts of Ancient Voyages to the New World. Rappelez-vous, les amis, n'oubliez pas mon avertissement. Ne croyez pas tout ce que vous entendez sur ce programme,
sauf si vous allez rechercher cela pour vous-même et vérifier que cela est bien vrai. C'est l'un des plus grands secrets qui ont été détenus par les mystères pendant des millénaires. Cela doit être mis en lumière car je crois sincèrement que c'est la vérité. Dans ma recherche, comme cela m'a indiqué, que ce n'est rien que la vérité. Un groupe d'autorités estime probable que Colomb n'était guère mieux qu'un marin analphabète et que ses rudiments d'apprentissage ont été tirés d'une école de guilde censée avoir été établie par les tisserands de la ville de Gênes. La faction opposée des historiens affirme que Colomb possédait une érudition considérable avant même son célèbre voyage. Selon Henry Harris, un écrivain remarquable sur le mystère Colomb, le navigateur a laissé 97 manuscrits et plus de 25 000 notes marginales, ce qui peut être considéré comme une réalisation remarquable pour un analphabète. Combien connaissez-vous d'analphabètes qui ont déjà écrit quelque chose, encore moins 97 manuscrits et plus de 25 000 notes marginales? La vérité est que l'amiral ne peut être expliqué sans référence aux sociétés secrètes qui étaient les gardiens particuliers de l'information exacte qu'il requérait. Ils étaient, ils étaient et seront toujours, à moins que le sheeple du monde se réveille au fait, les gardiens des secrets des âges. Les inclinations religieuses et mystiques du grand découvreur sont mentionnées par la plupart de ses biographes. Parfois, Colomb revêtait un vêtement simple et la ceinture semblable au costume de l'ordre franciscain. Il a été rapporté par son fils que Colomb est mort portant une robe franciscaine. On ne sait pas cependant s'il a été directement associé à cet ordre, même comme un frère laïque. Plusieurs groupes religieux de l'époque, y compris les fraternités connues pour être liées à la tradition ésotérique, favorisant cette sorte d'habit. Peut-être les particularités de son costume ont été négligées ou commodément oubliées. L'amiral se considérait comme choisi par le ciel pour accomplir une grande mission et était renforcé par la conviction qu'il était surveillé et guidé par la providence divine. Où avez-vous entendu cela? La providence divine a été mentionnée par Colomb et par l'ensemble de nos ancêtres, qui aussi, en passant, appartenaient à la même religion des mystères. Ces rapports contemporains, les amis, pourraient impliquer beaucoup plus que les écrivains modernes tiennent à souligner, et beaucoup plus que vous ayez même probablement envie d'entendre. Dans ces temps troublés, il était de coutume pour les membres de sociétés secrètes de dissimuler la véritable source de leurs instructions par un énoncé général sur l'orientation céleste. Les instincts de mystique de l'amiral, sa croyance dans les miracles, les prophéties et la doctrine de la prédestination ont été avancés par certains critiques comme preuve de son instabilité mentale, à la David Koresh. Se référant à ce qu'il appelle la confiance en soi mystique, colossale de Colomb, John Bartlett Brebner écrit que c'était tellement une partie intégrante du navigateur qu'il pourrait croire à une occasion dans son voyage que Dieu avait conduit au nouveau ciel, l'avait conduit au nouveau ciel et à la nouvelle terre de l'Apocalypse, et dans son heure la plus sombre, il savait que Dieu lui parlait